Atteindre l'immortalité peut sembler relever de la fiction, mais c'est pourtant ce que prétend un mystérieux personnage historique bien réel, le comte de Saint-Germain. Son existence a été relatée dans de nombreux récits tout au long de l'histoire, jusque dans les années 1970. Mais il n'a jamais semblé vieillir et parfois pris d'autres identités. Il était parfois surnommé Der Wundermann, l'homme prodige, et a été considéré comme un prophète, un charlatan, un guérisseur, un espion et un visionnaire. Mais qui était le comte immortel et pouvait-il vraiment vivre éternellement? Cette gravure, réalisée par Nicolas Thomas en 1783, est l'une des seules images connues du comte de Saint-Germain. Elle est apparemment inspirée d'un tableau perdu ayant appartenu à la marquise d'Urf, l'une des femmes les plus riches et les plus excentriques de France. Bien qu'il soit préférable de commencer cette histoire par le début, l'origine de ce mystérieux comte est pour le moins obscure. On ne sait pas exactement quand est né l'homme qui portait ou porte le nom de comte de Saint-Germain. Mais la plupart des récits suggèrent qu'il est né aux alentours des années 1690. En fait, une généalogie compilée par Annie Besant pour son livre Le Comte de Saint, le secret des rois, affirme qu'il est né en 1690. Fils de François Rákóczi II, prince de Transylvanie, d'autres rumeurs affirment qu'il était le fils illégitime de Maria Anna de Pfalz-Neuburg, la veuve de Charles II d'Espagne, ou même le fils du roi du Portugal, probablement Jean V. Bien que nous n'en soyons pas certains, il semble qu'il ait été au moins un membre de la famille royale, mais trop éloigné par sa lignée pour pouvoir monter sur le trône. D'autres rumeurs moins sérieuses suggèrent qu'il était présent à l'époque du Christ et qu'il a même assisté aux noces de Cana où le jeune Jésus a transformé l'eau en vin. Les particularités de la naissance, de la vie et de la mort du comte reposent essentiellement sur des anecdotes contradictoires et des récits légendaires, et l'on peut lire qu'il reste à ce jour un mystère vivant. Avant d'aller plus loin, pourquoi ne pas donner un peu d'amour à ces boutons j'aime et s'abonner? Je ne peux pas vous offrir l'immortalité en retour, mais je peux vous promettre de vous livrer une foule de contenus étranges, merveilleux et carrément extraordinaires directement dans votre boîte de notifications chaque jour. Qu'attendez-vous? L'un des points sur lesquels tout le monde s'accorde est le degré d'accomplissement du comte de Saint-Germain en matière d'alchimie. Cette ancienne branche de la philosophie naturelle cherche à provoquer une forme de changement surnaturel par le biais d'expériences matérielles. Il s'agit généralement de transformer des substances de base, telles que les métaux, en d'autres substances plus précieuses. L'un des principaux objectifs de l'alchimie est de créer ce que l'on appelle la poudre de projection, également connue sous le nom de l'insaisissable pierre philosophale, un concept rendu célèbre auprès du public moderne par l'auteur J.K. Rowling dans la franchise Harry Potter. En alchimie, cette substance mystique est censée pouvoir transformer les métaux communs tels que le plomb en or pur. Mais ce n'est pas tout. La pierre philosophale pourrait également être utilisée comme un élixir qui conférerait l'immortalité à ceux qui le boivent. Il est communément admis que le comte aurait découvert le secret de l'alchimie, ce qui lui aurait permis d'acquérir ses célèbres pouvoirs d'immortalité. Ceux qui ont rencontré le comte de Saint-Germain ont été étonnés par ses capacités apparemment surnaturelles. Lors de sa rencontre avec le comte en 1760, le célèbre écrivain italien Casanova a fait le commentaire suivant. Cet homme extraordinaire disait d'une manière facile et assurée qu'il avait 300 ans, qu'il connaissait le secret de la médecine universelle, qu'il maîtrisait la nature, qu'il pouvait faire fondre les diamants. Tout cela, disait-il, n'était qu'une bagatelle pour lui. Est-ce qu'il pousserait pas un peu le bouchon, notre Saint-Germain ? Bien qu'il leur ait survécu, la plupart des voyages du comte ont été documentés par d'autres personnes au cours de l'histoire. Bien que son existence soit connue depuis des siècles, le comte de Saint-Germain s'est d'abord fait connaître dans la haute société européenne, après avoir prétendument passé 5 ans à apprendre le métier de joaillier à la cour du Shah en Perse. Le comte est arrivé à Versailles en 1742, où il a séduit les membres de la famille royale et les riches élites par ses vastes connaissances scientifiques et historiques, son charme naturel et sa vivacité d'esprit. Il ne faisait aucun doute qu'il était un homme très instruit. En effet, il parlait couramment plusieurs langues dont le français, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, le portugais, le russe et l'anglais, et connaissait également le chinois, le latin, l'arabe et même le grec ancien et le sanskrit. C'était également un homme aux multiples talents. Il était un peintre accompli, jouait du violon comme un virtuose et était ambidextre, c'est-à-dire capable de composer simultanément une lettre d'une main et une poésie de l'autre. Autrement dit, vous n'auriez aucun espoir d'impressionner ces dames lors d'une soirée si ce type était présent. Le comte de Saint-Germain était également considéré comme très riche, bien qu'il n'ait aucun compte bancaire enregistré. Cela suggère peut-être qu'il descendait de la royauté, ou même qu'il pouvait réellement transformer les métaux communs en or par l'alchimie.
Selon certains récits, il installait un laboratoire élaboré partout où il voyageait et prétendait pouvoir transformer plusieurs petits diamants et perles en gros diamants, qu'il utilisait pour décorer ses vêtements. C'était aussi un homme aux nombreuses manies. Bien qu'il dîne régulièrement avec ses amis, on le voit rarement manger en public, on dit même qu'il se nourrit uniquement de flocons d'avoine. Tous ceux qui ont eu le plaisir de faire la connaissance du comte ne doutent pas qu'il s'agit d'un homme remarquable, mais c'est une anecdote datant de 1760 qui semble avoir donné naissance à l'idée qu'il était en fait immortel. Cette année-là, le comte se trouve à Paris lorsqu'une vieille dame, la comtesse von Grégory, apprend qu'il participera à une soirée chez Madame de Pompadour, la maîtresse du roi de France Louis XV. La vieille comtesse est intriguée par la nouvelle, car elle a elle-même connu un comte de Saint-Germain lors de son séjour à Venise en 1710. Lorsqu'elle rencontra le comte pour la deuxième fois, elle fut étonnée de constater qu'il semblait n'avoir pas vieilli d'un jour. Naturellement, elle lui demanda si son père n'avait pas déjà vécu à Venise et ne portait pas le même nom. Ce à quoi le comte répondit simplement « Non madame, mais je vivais moi-même à Venise à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci. J'ai également eu l'honneur de vous rendre visite à cette époque. » Totalement perplexe, la comtesse déclara que c'était impossible. Le comte de Saint-Germain que j'ai connu à cette époque avait au moins 45 ans, et vous, à l'extérieur, vous avez cet âge à l'heure actuelle. On pourrait penser que la comtesse âgée s'est simplement trompée, mais il existe des témoignages attestant que le comte avait le même âge à Venise à l'époque. Dans son livre « Souvenirs de Charles-Henri baron de Gleichen », publié en 1868, le baron de Gleichen écrit « J'ai entendu Rameau et un vieux parent de l'ambassadeur de France à Venise témoigner qu'ils avaient connu Saint-Germain en 1710, alors qu'il avait l'apparence d'un homme de 50 ans. Le comte n'aurait apparemment pas été troublé par la découverte de la comtesse, se contentant de lui dire « Madame, je suis très vieux » avec un sourire complice. Pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre l'immortalité? Peut-être avez-vous rencontré un jour quelqu'un qui vous semble sage au-delà de son âge, et vous n'avez pas pu vous débarrasser du sentiment que vous l'aviez connu dans une vie antérieure? Partagez vos histoires dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Bon, revenons-en à nos moutons. Une chronologie complexe des allées et venues superposées du conte au fil des siècles, constituée principalement d'anecdotes, de documents historiques et de récits littéraires, est bien trop longue pour être abordée. Cependant, tout au long du XVIIIe siècle, le comte de Saint-Germain a beaucoup voyagé en Europe, mettant à profit ses connaissances apparemment inépuisables de la politique et du monde pour charmer les élites. Dans les années 1740, il devint un diplomate de confiance à la cour du roi de France Louis XV, pour lequel il aurait effectué des missions secrètes en Angleterre. En 1763, il remplit une fonction similaire à la Haye aux Pays-Bas, et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré le célèbre amant Giacomo Girolamo Casanova. En 1765, il se rend en Russie où l'on dit qu'il a été complice d'une conspiration qui a placé Catherine la Grande sur le trône. En 1774, il retourne en France lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette occupent le trône. Il y joue un rôle de mystérieux conseiller de la reine et l'avertit apparemment de la révolution qui suivra 15 ans plus tard. Il n'est pas surprenant que Marie-Antoinette ait gravité autour du comte, puisque nous savons qu'elle était obsédée par le maintien de son apparence de jeunesse et de beauté. Nous connaissons le séjour du comte à la cour royale de France grâce à des passages traduits d'un livre rare de 1821 intitulé « Souvenirs de Marie-Antoinette » écrit par la comtesse d'Adhémar, une amie intime de la reine. Elle nomme Saint-Germain à plusieurs reprises et écrit « Il est apparu à la cour de France bien avant moi, c'était en 1743. D'où venait-il? C'est ce que personne n'a jamais pu apprendre. » Une fois de plus, il est décrit comme étant âgé de 40 à 45 ans environ, tandis que son visage au teint intellectuel aigu frappait au premier abord. Après son séjour à la cour française de Versailles, le comte se rendit à Hambourg, en Allemagne, en 1779, où il se lia d'amitié avec le prince Charles de Hesse-Cassel. Selon Isabelle Couper-Oakley, dans son livre « Le comte de Saint-Germain », peut-être la biographie la plus célèbre de la vie de Saint-Germain, à son arrivée, le comte dit au prince Charles qu'il est le fils du prince de Transylvanie, François II Rákóczi, et qu'il est âgé de 88 ans. Le comte impressionne le prince avec sa collection de pierres précieuses et le convainc qu'il a inventé une nouvelle façon de colorer les tissus. Selon les mémoires personnelles du prince, celui-ci a aménagé un laboratoire dans sa résidence d'été voisine de Louislund, où le comte et lui ont collaboré à des expériences alchimiques ainsi qu'à la création de pierres précieuses et de bijoux. Pendant les 5 années qui suivirent, le comte de Saint-Germain vécut dans une usine désaffectée du domaine du prince d'Eckernförde. Les archives locales indiquent que c'est également là que le comte est décédé le 27 février 1784. Un comble. Il est enterré dans une tombe privée le 2 mars, et son décès est consigné dans les registres de l'église.
Le 3 avril de la même année, le maire et le conseil municipal ont publié une proclamation officielle concernant la vente aux enchères des biens restants du cher comte, au cas où un parent vivant ne se présenterait pour les réclamer. Le prince Charles a fait don de l'usine à la couronne, qu'il a ensuite transformée en hôpital. Pour un mortel ordinaire, ce serait la fin de l'histoire, mais pour le comte de Saint-Germain, il en faut un petit peu plus. Comme nous le savons, le comte était tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En fait, le célèbre philosophe Voltaire du XVIIIe, homme de science et de raison très respecté, a dit lui-même que Saint-Germain est un homme qui ne meurt jamais et qui sait tout. Si la mort du comte a été officiellement actée, cela ne l'a pas empêché de réapparaître tout au long du XIXe et XXe siècle. En 1785, il aurait été vu en Allemagne avec Anton Mesmer, le pionnier de l'hypnose. Des documents officiels de la franc-maçonnerie, comme le compte-rendu allemand du magazine des Beweisführer für Verurteilung des Freimaurer Ordens, indiquent également que le groupe a choisi le comte de Saint-Germain pour le représenter lors d'un congrès à Paris la même année. La comtesse d'Adhémar écrit même avoir vu le comte à plusieurs reprises en France, y compris lors de l'exécution de Marie-Antoinette en 1793. Dans son livre, elle écrit « J'ai revu Saint-Germain, et toujours à mon indicible surprise, à l'assassinat de la reine ». La comtesse affirme également avoir vu le comte 5 fois de plus sans avoir vieilli. La dernière fois, c'était la veille de l'assassinat du duc de Berry, en 1820, 2 ans avant sa propre mort en 1822. Mais ce ne sont pas les seuls événements historiques importants auxquels le comte aurait assisté. Selon les francs-maçons, dont le comte aurait fait partie, un homme mystérieux ressemblant à Saint-Germain était également présent lors de la signature de la Déclaration d'indépendance en 1775, près de 10 ans avant que sa mort ne soit enregistrée en Allemagne. Pour ne pas éveiller des soupçons, il semblerait également que le comte ait pris de nouvelles identités à différentes époques. En 1820, l'anglais Albert Vandamme évoque dans ses mémoires un Anglais à Paris, un homme mystérieux qu'il a connu vers la fin du règne de Louis-Philippe et dont la vie ressemble curieusement à celle du comte de Saint-Germain. Il se faisait appeler le Major Fraser, écrit Vandamme. Il vivait seul et ne faisait jamais allusion à sa famille. De plus, il était très riche, même si l'origine de sa fortune restait un mystère pour tout le monde. Il possédait une connaissance merveilleuse de tous les pays de l'Europe à toutes les époques. Cela vous rappelle quelque chose ? Comme si cela ne suffisait pas, Vandamme poursuit en écrivant que le comte de Saint-Germain, le Major Fraser, avait l'apparence d'un homme de 45 ans, de taille moyenne et de forte corpulence. Le Major Fraser étonne la cour de Paris, comme le comte qu'il avait fait quelques années plus tôt, en affirmant avoir connu personnellement toute une série de personnages historiques, de l'empereur Néron à Dante. Puis il disparaît sans laisser de traces. Serait-il le même Major James Fraser qui, en 1820, publia un récit de son voyage dans l'Himalaya dans lequel il affirmait avoir atteint Gangotri, la source de la rivière la plus sacrée, et s'être baigné dans la source de la rivière Jumna. Dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, le comte de Saint-Germain confie ses projets d'avenir à son ami autrichien, l'écrivain Franz Greffer. Dans son livre Kleine Wiener Memoiren, en 1843, Greffer écrit que le comte lui a dit « Vers la fin de ce siècle, je disparaîtrai de l'Europe et je m'installerai dans la région de l'Himalaya. » Et comme si ce n'était pas déjà assez bizarre, les choses sont sur le point de devenir carrément mystiques. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il est advenu du commandant Fraser, mais le nom de Saint-Germain est redevenu d'actualité entre 1880 et 1900, lorsque la célèbre mystique Elena Blavatsky a affirmé qu'il était toujours en vie et qu'il travaillait au développement spirituel de l'Occident. Blavatsky était une philosophe et auteure russe qui a cofondé la Société théosophique en 1875 et a acquis une renommée internationale en tant que théoricienne de premier plan de la théosophie. La théosophie est un mouvement occulte centré sur la croyance en une réalité spirituelle et sur le fait qu'un contact direct avec cette réalité peut être atteint par l'intuition, la méditation, la révélation ou tout autre état transcendant la conscience humaine normale. Dans les années 1870, Blavatsky a décrit un groupe d'êtres éclairés qu'elle a appelé les maîtres de la sagesse ancienne. Contrairement aux maîtres ascensionnés, un groupe théosophique similaire de maîtres désincarnés et vivant dans des royaumes supérieurs comme les saints ou les anges, les maîtres de l'ancienne sagesse sont physiquement incarnés dans des corps mortels. En tant que l'un de ces soi-disant maîtres, Saint-Germain est considéré par les théosophes comme doté de nombreux pouvoirs magiques, tels que la capacité de se téléporter, de léviter et même de traverser des murs. Cette photographie prise à Adyar en Inde semble prouver que Blavatsky a effectivement connu le comte, ou du moins quelqu'un qui prétendait l'être. Alors que Blavatsky est assise devant et au centre, la légende qui l'accompagne indique que les hommes qui se tiennent derrière elle, de gauche à droite, sont Lord Kutumi,
Lord Moria et, vous l'avez deviné, Lord Saint-Germain. Selon les croyances théosophiques, le comte de Saint-Germain aurait adopté plusieurs alter-ego et de nombreuses incarnations tout au long de sa vie, dont certains des plus grands génies et figures emblématiques de l'histoire. Certains pensent qu'il est Cartaphile, le légendaire juif errant qui s'est moqué de Jésus sur le chemin de sa crucifixion le vendredi saint, maudit par la vie éternelle et destiné à parcourir la terre jusqu'à la fin des temps. D'autres pensent que Saint-Germain était autrefois le légendaire assistant du roi Arthur, Merlin le magicien, qui aurait vécu de 540 à 584 environ. Vous pensez peut-être que Merlin n'est qu'un mythe, mais selon l'auteur John Matthews qui a publié un livre intitulé Merlin, chaman, prophète, magicien, il existe en fait plus de preuves de l'existence de Merlin au 5e et 6e siècle, anciennement connu sous le nom de Myrdine, que de celle d'Arthur lui-même. Se pourrait-il que le sorcier le plus célèbre du monde ait continué à s'adonner à la magie et à l'alchimie des siècles plus tard, à la cour parisienne de Versailles plutôt qu'à Camelot? Le livre du docteur Raymond Bernard intitulé Le Grand Secret, le comte Saint-Germain prétend que Saint-Germain était en fait le célèbre homme d'état scientifique, Sir Francis Bacon, né au XVIIe siècle et auteur plus tard de l'intégralité des pièces de théâtre attribuées à William Shakespeare. Selon les enseignements des maîtres ascensionnés de la théosophie, Francis Bacon a fait croire qu'il était mort le dimanche de Pâques, le 9 avril 1626, et a même assisté à ses propres funérailles sous un déguisement. Cette version des faits affirme également que le comte Saint-Germain a atteint l'immortalité et l'ascension physique grâce à l'alchimie le 1er mai 1684, date à laquelle Francis Bacon a adopté le nom de Saint-Germain. D'autres variantes de l'enseignement des maîtres ascensionnés vont même jusqu'à suggérer que Saint-Germain s'est également incarné à un moment donné dans des personnages importants tels que le philosophe grec Platon et l'explorateur et navigateur italien Christophe Colomb, bien que ces personnages ne soient pas aussi universellement acceptés que d'autres. L'apparition la plus récente du comte de Saint-Germain a eu lieu en 1972 à Paris, lorsqu'un homme nommé Richard Chanfray a annoncé qu'il était le légendaire comte. Chanfray était un personnage public dont la carrière dans la magie a commencé dans un théâtre parisien, où il a été annoncé comme l'homme qui pouvait transmuter le plomb en or. Il est rapidement devenu riche et célèbre grâce à ses exploits, donnant des divinations et des lectures psychiques à diverses célébrités et se faisant un nom grâce à ses affirmations farfelues. Comme le comte, Chanfray attribue ses capacités surhumaines à l'art de l'alchimie. Il est même apparu à la télévision française pour prouver ses dires en transformant du plomb en or sur un réchaud de camping devant les caméras. Lors de la démonstration, il trempe l'extrémité d'un fil de plomb dans de la poudre de projection, alias l'insaisissable pierre philosophale, et la replace dans le creuset pour qu'elle soit chauffée. Une fois chauffée, il est retiré du fourneau et refroidi en le laissant tomber dans l'eau. Chanfray ouvre alors le creuset et présente le fil, qui est devenu d'un jaune éclatant et déclarant qu'il s'est transformé en or. Après la démonstration, le métal aurait été évalué par des experts et se serait avéré être de l'or. Le fil de plomb avait été fourni par l'équipe de télévision, tandis que Chanfray avait apporté le creuset ainsi que la pierre philosophale. En plus d'avoir observé le processus de première main, l'équipe a affirmé avoir examiné tout l'équipement et conclu qu'aucun effet spécial n'avait été utilisé. Bien entendu, nombreux sont ceux qui croient encore que Chanfray était simplement en train de réaliser un tour de magie élaboré, impliquant peut-être des tours de passe-passe. Bien que la transmutation de métaux communs tels que le plomb en or soit devenue possible à l'aube du XXe siècle, il faut généralement un accélérateur de particules et une grande quantité d'énergie pour produire la moindre quantité d'or, et non un simple réchaud de camping et une pincée de poudre magique supposée. La transmutation n'est pas la seule prétention de Chanfray à être Saint-Germain. En fait, il était censé posséder toute une série de capacités qui le rendaient tout aussi extraordinaire que le comte immortel. Lorsqu'il est invité dans de vieux palais ou châteaux, Chanfray prétend y être déjà venu dans une vie antérieure. Il en faisait même la démonstration en expliquant la disposition de la maison, en donnant l'emplacement de certains détails comme l'emplacement des escaliers et identifier des passages secrets. Bien entendu, il a également été suggéré que Chanfray avait étudié les plans de ces bâtiments, qui auraient pu être accessibles au public avant de les visiter. Le journaliste de télévision espagnol José María Iño a également affirmé avoir visité la maison de Chanfray, où il l'a vu ressusciter un chien. Selon Iño, Chanfray aurait jeté de la poudre de projection sur le cadavre du chien, qui après quelques mouvements spasmodiques se serait levé et aurait fait quelques pas en avant pour retomber raide mort. Malheureusement, aucune preuve photographique ne vient étayer ces affirmations, mais il s'agit tout de même d'une anecdote assez alarmante qui s'inscrit dans la lignée des pouvoirs magiques supposés du comte de Saint-Germain. Si vous souhaitez interroger Chanfray sur les détails de sa réincarnation en conte mystique,
vous n'aurez pas beaucoup de chance car il est décédé en 1983. Bien que certains aient du mal à croire que le comte de Saint-Germain soit réellement réincarné en différents personnages au cours de l'histoire, le concept lui-même n'est pas aussi fantaisiste qu'il n'y paraît. En fait, la sélection du Dalai Lama et des Panchen Lama, les moines dirigeants du bouddhisme tibétain, repose en grande partie sur la théorie de la réincarnation. En effet, lorsque le lama en place approche à la fin de sa vie, il parle de la région où il se réincarnera ensuite. Ses disciples arrivent alors à cet endroit avec des objets personnels appartenant au chef spirituel et demandent aux supposés suivants de les identifier. Si la réincarnation fait partie intégrante de la religion bouddhiste et de la lignée du Dalai Lama, depuis des siècles, il est trop audacieux de supposer que le comte de Saint-Germain, en tant que maître de la sagesse ancienne, s'est appuyé sur un concept similaire. Depuis la mort de Richard Chanfray, personne n'a pu être le comte de Saint-Germain. Il semblerait que cet homme extraordinaire, qui a vécu en pleine publicité pendant tant de siècles, se soit tout simplement volatilisé. Peut-être le comte immortel est-il encore parmi nous et est-il déjà impliqué dans quelques-unes des affaires les plus importantes de l'histoire moderne, attendant de révéler sa véritable identité. Qui était cet homme mystique qui a séduit les plus grands personnages de l'histoire par son charme naturel, ses connaissances du monde et ses talents extraordinaires? Était-il vraiment un alchimiste accompli qui avait trouvé le secret de la vie éternelle? Était-il un maître de l'ancienne sagesse mystique destiné à se réincarner encore et encore? Peut-être, comme l'ont suggéré certaines des théories les plus farfelues, était-il en fait un voyageur temporel, un ange déchu, un extraterrestre solitaire ou même un vampire? Bien sûr, nous pourrions également supposer qu'il s'agissait simplement d'un homme très intelligent, dont la réputation est devenue l'objet d'une légende fantastique. En ce qui concerne le comte de Saint-Germain, il semble qu'il y ait encore plus de questions que de réponses. Mais si l'on en croit sa merveilleuse histoire, nous n'avons peut-être pas fini d'en entendre parler. Mais du coup, que pensez-vous de l'histoire du comte de Saint-Germain? Donnez-moi vos théories dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.